Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de photographier le ciel avec la 61 EDPH sur une AZ GTI et aujourd'hui je vous propose de tester, j'ai envie de dire sa concurrente plus ou moins directe, à savoir la William Optics 61 Redcat WIFD qui est là-dedans, qui est une lunette peut-être un petit peu plus haut de gamme que la 61 EDPH, on va en parler. Mais d'une conception surtout radicalement différente. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu de quoi il en retourne. Et puis la monture qui est vraiment directement le suppléant, mais alors nettement plus haut de gamme, la ZWO AM3, donc la petite sœur de la M5 que j'avais déjà testée. Et donc je vous propose un épisode en deux parties, un unboxing aujourd'hui et puis voir vraiment de près chacun des deux que nous allons tester. Et puis dans un deuxième épisode, on va faire simplement des prises de vue et regarder un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je vous propose donc de parler des lunettes William Optics, qui ne sont pas forcément ultra connues, quoique c'est quand même des lunettes de très belle qualité, donc avec une conception Petzval. Et il existe dans la série Redcat plusieurs modèles de 51 à 71 mm, et la nouvelle série, c'est la série WIFD, donc 51, 61 et 71, c'est la série qui va nous intéresser. Donc pourquoi est-ce que je vous parle en même temps de la monture AM3? Tout simplement parce que il existe un pack avec la monture AM3 en même temps qu'on appelle la Redcat Edition et donc en fait vous avez le logo Redcat sur les deux à la fois. Donc c'est de ce pack finalement dont nous allons parler aujourd'hui, mais nous allons considérer les deux éléments séparément. Les spécifications techniques de la 61, c'est 300 mm de focale et 61 mm de diamètre, avec un cercle image corrigé de 46 mm, ce qui est vraiment appréciable, ce qui permet de faire du full frame sans problème, avec une vraie qualité. Vous avez les spots diagrammes là qui sont indiqués, donc qui sont peu lisibles, mais on peut voir qu'il y a un vrai travail qui a été réalisé sur la qualité optique de l'instrument. En tout cas, c'est après sur les images qu'on va pouvoir le constater. Alors tout le monde n'ira pas mettre un capteur full frame avec des tout petits photosites comme une 6002, mais vous allez voir, on est sur un instrument de très belle facture. Ok, alors je vous propose de commencer par la lunette William Optics, donc qui est livrée avec cette magnifique sacoche de transport, bien rembourrée, et puis en plus de ça avec des mousses supplémentaires. Alors là, ça aurait pu mériter d'être découpé parce que ça appuie un petit peu et ça fait un truc un peu gondolé, mais sinon, franchement, elle est vraiment bien faite. Donc voilà la lunette, et on va voir ensemble de quoi il en retourne. Alors voici donc la William Optics 61. Donc outre le design avec la petite tête de chat là, et puis avec des petites oreilles ici, la William Optics, elle a une grosse différence. La grosse différence, c'est qu'en fait, tout le long du corps de l'instrument fait le même diamètre et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va enlever les capuchons. Vous avez ici un système de mise au point qui est démultiplié ici. Et en fait, quand vous faites ces mouvements de mise au point, vous voyez qu'à l'arrière de l'instrument, rien ne bouge. Et c'est là toute la différence avec les instruments conventionnels. Quand vous faites la mise au point, regardez, l'objectif de l'instrument se translate. Et quand on regarde de l'autre côté, il en est de même pour le correcteur. Alors l'explication est toute simple. Vous avez ici l'objectif, qui normalement est un doublet, avec une lentille en FPL 53, donc de bonne qualité, très bonne qualité, c'est le haut de gamme. Et là, vous avez ici, après vous avez les lunettes fluorites, mais c'est une autre paire de manches. Et là, vous avez le correcteur, aussi un doublet. Et donc, c'est tout l'ensemble du bloc optique qui va se décaler pour faire la mise au point. Ici, vous avez un système avec un pas de vis en M48, et quand on dévisse ici, on va s'apercevoir qu'on a un autre pas de vis M48, mais cette fois femelle, qui permet de mettre un filtre. Donc, si vous utilisez un appareil photo Canon par exemple, vous mettez ici la bague M48 vers
la baïonnette Canon, l'appareil photo et le filtre, vous le mettez ici. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter un filtre spécifique pour l'appareil photo, très utile si jamais un jour vous en changez. Vous avez ici une petite molette qui nous permet de faire la rotation eh bien, de cette partie porte-oculaire et qui va permettre du coup de pouvoir faire le cadrage que vous voulez avoir. Quand on la dévisse complètement, vous allez aussi avoir quelque chose d'assez intéressant, c'est assez intéressant pour être souligné. Vous avez ici une platine pour pouvoir faire la correction eh bien, du tilt. Donc à chaque fois, il y a une vis tirante et deux vis poussantes ou l'inverse. Et donc c'est avec ça qu'on va faire le réglage d'un problème éventuellement de tilt, c'est-à-dire d'orthogonalité de votre capteur. Vu la qualité de fabrication, je ne suis pas certain que ce soit très nécessaire, mais c'est important de le savoir. Au niveau donc de la molette de mise au point, vous avez ici un indicateur de température qui est une information intéressante pour savoir si vous devez refaire la mise au point. Vous avez ici une queue d'aronde format mini Vixen pour les chercheurs. Donc vous pouvez mettre là-dessus soit un asière, soit une lunette de guidage, soit un chercheur, etc. Et ici, vous avez aussi des pas de vis supplémentaires qui vous permettent éventuellement de fixer des différents supports comme vous le souhaitez. Donc voilà un petit peu pour la présentation de l'instrument. Alors on va rajouter un truc très intéressant. Le capuchon de l'instrument se dévisse parce que vous avez ici un masque de Bahtinov et vous pouvez voir qu'il est strié. Et ça, c'est juste génial. Puisque quand vous le mettez ici, vous allez avoir un masque de Bahtinov extrêmement puissant et qui permet de faire la mise au point même sur des petites étoiles. Franchement, je l'ai trouvé très efficace à l'usage. Et franchement, la lunette est d'une très belle construction. Vous avez ici un bafflage là, donc pour éviter les lumières parasites. Donc là aussi, l'instrument serait très efficace. Peut-être qu'on pourra mettre quelque chose supplémentaire et puis surtout mettre une jupe chauffante si jamais vous avez un risque important de buée. Mais sinon, franchement, la lunette, elle est vraiment très bien, massive. Elle m'a l'air plus lourde que la 61 EDPH, mais c'est à vérifier. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, effectivement, avec ce système de montage, vous voyez que la mise au point se faisant en interne, ça, c'est complètement solidaire du corps de l'instrument. Et donc, si jamais vous voulez faire du solaire, par exemple, au hasard, avec un Daystar Quark, eh bien, vous avez un train optique qui est quand même sacrément long derrière l'instrument, mais vous n'avez aucune flexion. La rigidité est absolument parfaite. Donc ça va permettre justement d'avoir une image vraiment optimale. Donc ça, c'est un sacré beau concept de la part de William Optics, dont on notera que c'est breveté. D'accord. Donc est-ce que les concurrents arriveront à trouver une solution légale pour proposer le même type de montage? Je ne sais pas. Mais en l'état, c'est William Optics qui a donc le brevet. Alors après, la dernière chose à regarder ensemble, c'est la possibilité de monter un EAF. Donc on va regarder ensemble. Pour ça, il faut sortir la lunette d'écolier. Voilà. Et le montage de l'EAF est un petit peu particulier. Alors je vais juste vous montrer le principe. Par contre, on ne va pas le faire ensemble parce que c'est quand même pas ma lunette. Mais on va quand même parler un peu du principe. Alors le principe sera le suivant, c'est qu'il y a plein de vis là et il ne faut pas toucher toutes ces différentes vis parce qu'il y a des vis qui servent de pression et de réglage pour le système de focuseur, donc on ne touchera pas toutes les vis. On va d'abord dévisser celle-ci et en fait en dessous et dans l'axe il y en a encore deux autres, donc il va falloir tourner doucement pour aller chercher celle qui est en dessous et la dévisser très légèrement pour pouvoir sortir toute cette partie là de l'axe. On viendra visser cette partie là au travers du trou pour le remettre sur l'axe. Ensuite, on viendra prendre cette platine et donc il faudra dévisser celle-ci et on viendra se visser ici, ici, ici et ici pour aller visser la platine. Et l'EAF se positionnera donc dans cette position sur l'instrument. Je vous mets un lien dans la description d'un petit tutoriel américain de savoir comment le monter, mais faites attention, effectivement, il y a des petites bêtises à ne pas faire. Le manuel m'a pas l'air très clair parce que celle-là, ça a l'air d'être une vis de réglage et pourtant, on est obligé de la retirer quand on fait ce montage.
Alors au final, une fois que vous aurez remonté votre AF, vous allez constater que le AF dépasse ici quand même pas mal, ce qui pourrait gêner sur certaines montures. Dans ce cas, eh bien, refaites ce que j'ai fait sur la 61 EDPH, ça fonctionne plutôt pas mal. Le AF est d'un côté, et de l'autre côté, j'ai mis le diviseur optique, donc les deux sont en symétrie, ce qui évite finalement d'avoir une espèce de balourd qui va tirer la lunette comme ça. Donc là, en déclinaison, j'ai quelque chose de très très équilibré avec ce montage, et c'est ça qu'il va falloir faire éventuellement, et en fait le système de collier vous le permettra largement. Mais après ça, vos cadrages seront adaptés en conséquence. Mais vous l'avez compris, vous avez une bague pour pouvoir régler justement votre rotation de champ, donc c'est pas un problème. Donc dans la pratique, au lieu de monter votre lunette comme ça dans ces colliers, puisque vous auriez le AF ici qui pourrait buter sur la monture, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser les colliers et on va placer la lunette différemment. Alors j'ai regardé un petit peu les différentes possibilités de montage. Je pense que le mieux est de faire celui que je vais vous montrer là. Un petit peu délicat au départ, mais vous allez comprendre. Voilà. Donc dans cette configuration, on aurait le AF ici en opposition de la queue d'aronde. Et vous auriez du coup cette partie-là qui est libre, qui ne touche pas, mais il faudrait juste saisir l'instrument ici. Vous voyez, quand on va commencer à mettre un imageur, ça va décaler le centre de gravité. Donc on va se positionner ici et vous auriez le AF de ce côté-là. Donc ça, ce serait pas gênant. Et après, vous avez la bague de rotation de champ pour pouvoir faire l'adaptation du cadrage en conséquence. Et donc effectivement, l'autre possibilité, c'est d'avoir inversé intégralement la lunette, comme ceci. On va donc se retrouver avec le AF de ce côté-là. Et en fait, la lunette de guidage, on la mettra de ce côté-là. Et c'est exactement ce que j'ai fait finalement sur ma 61 EDPH. Donc forcément, ça éloigne un petit peu le centre de gravité de la monture. Mais par contre, vous avez un équilibrage droite-gauche, là, comme ça, qui marchera bien. Sans plus attendre, je vous propose de passer maintenant sur la Zuo AM3, qui est livrée dans cette petite valise que vous reconnaissez peut-être parce que c'est la même que celle du Seastar. Donc, petite valise en mousse qui est en fait moulée spécifiquement. Vous pourrez noter un truc utile, c'est qu'on n'a pas besoin de toucher au réglage en latitude pour ranger la monture. Chose qui n'est pas faite sur la boîte par exemple de la Star Adventurer GTI. Alors là-dessus, vous avez donc la monture, le Moonchook et vous avez ici une petite platine qui permettra de fixer par exemple un nasillère. Ok, donc voici la monture telle qu'elle est quand vous la sortez de la boîte et vous noterez que vous avez cette platine. Alors cette platine n'est pas forcément livrée avec la monture, ça dépend si vous l'achetez avec le trépied parce qu'elle vient du trépied. Le trépied TC40, c'est un trépied qu'on le retrouve aussi sous d'autres marques, mais il y a une différence au niveau de cette platine. Vous avez ici 3 vis à 120 degrés. Les trous qui permettent de les fixer sont spécifiques à la M3, la M5. Et vous ne les aurez pas forcément sur les platines que vous allez trouver sur Amazon ou autre avec les autres trépieds similaires au TC40. Donc ça c'est important à noter parce que vous pourriez avoir un risque de rotation comme ça. Maintenant c'est une pièce en alu donc on pourrait percer soi-même ça avec une perceuse à colonne. La monture telle que vous la trouverez. Alors au niveau de la monture et des différences avec la M5, déjà elle est plus petite que la M5, clairement elle est moins lourde. Elle a une capacité de charge qui est moindre également. Vous avez la connexion 12 volts ici, par contre elle n'est pas pontée latéralement pour pouvoir ramener ensuite derrière sur un nasillère et sur l'instrument. Ça c'est un petit peu dommage. Vous avez ici la connexion pour la commande Moonchook, donc on retrouve la même commande qui permet de faire les vitesses lentes, vitesses rapides, le tracking et la remise en position home. Et attention, c'est la Moonchook qui fait l'antenne pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc attention parce que si vous ne la branchez pas, vous n'aurez rien et c'est normal. La connexion pour l'autoguidage ST4 et la connexion pour l'autoguidage par port USB, ce qu'on appelle le pulse guiding par exemple avec un nasillère. Vous noterez que vous n'avez pas de laser ici pour la mise en station, mais en France on s'en fiche parce que c'est interdit de toute façon d'utiliser un laser à des fins personnelles la nuit. On a le droit d'utiliser un laser uniquement pour les présentations de vulgarisation scientifique à un groupe.
Attention, attention, la loi est beaucoup plus restrictive qu'on ne le croit. L'alimentation se passe ici, la monture consomme 4 ampères, 5 ampères, donc on oubliera ce genre d'adaptateur qui me servait à faire tout le setup de la ZGTI. Non, non, on va prendre ce genre d'adaptateur beaucoup plus costaud, puisque là il y a carrément 10 ampères. Et après ça, on pourra éventuellement utiliser un Y. Au niveau de la base de la monture, ça ne change pas trop puisque vous avez les réglages en azimut par deux vis opposées. Vous avez les freins et le réglage en latitude. Par contre, vous n'avez pas de niveau à bulle. Donc ça, c'est aussi une petite différence qui est un petit peu dommage parce que du coup, vous êtes obligé d'utiliser un niveau à bulle extérieur à la monture pour pouvoir faire votre mise à niveau. Mais globalement, voilà, au niveau de la monture, elle est simplement plus petite. Mais on retrouve tout ce qui faisait le succès de la M5 et vous avez ici la fixation pour pouvoir mettre un contrepoids. Alors, autre différence et dernière différence avec la M5, sur la M5 vous aviez ici sur le côté 2 points pour pouvoir fixer par exemple la nasillère. Alors c'était pas mal, ça permettait d'alimenter parallèlement l'asière et la monture. Puisque la monture consomme énormément, il ne faut pas que ça passe à l'intérieur de l'asière et il n'y a pas assez de puissance pour ça. Là, le choix, ça a été de le déporter ici, ce qui n'est pas idiot. Donc attention, on le mettra plutôt comme ça et on mettra l'asière en position transverse comme ça. Alors par rapport à certains instruments, ça pourrait gêner ici au niveau de la queue d'aronde, donc l'Osmandy et Vixen. Attention parce qu'il y a certains instruments qui vont dépasser éventuellement, qui pourraient être gênés. Mais sinon l'idée elle est pas mal parce que finalement on n'est pas très loin de la monture, donc pour les alimentations c'est pas trop mal. Et après ça vous allez aller vers l'instrument. Donc on aura juste 2 câbles à aller passer de l'un à l'autre. C'est un peu dommage de ne pas avoir fait le pontage. Donc à savoir un câble pour la connexion USB et un câble pour l'alimentation. Alors le trépied proposé avec la M3, c'est le TC40, identique avec la M5. C'est un trépied qui est quand même assez court, 80 cm de haut au maximum, 47 cm au minimum. Et donc avec une platine spécifique qui a ces 3 trous ici, nous allons le voir. Ce trépied est livré avec ce système aussi qui permet de garantir l'écartement des pieds et ça a un impact énorme sur sa rigidité. Ce trépied n'est pas totalement inconnu puisqu'on le retrouve quasiment à l'identique chez Inorel. C'est le RT90C. La différence, en fait, il va y en avoir 2. La première, surtout, c'est la hauteur totale du trépied puisqu'il va vous permettre de monter finalement beaucoup plus haut. Donc la grosse différence qu'on va avoir, ça va être la hauteur puisqu'on va pouvoir monter à 1,60 m sans aucune rallonge. Alors forcément, plus on montera haut, moins on aura de rigidité au global, mais quand même ça reste la même base de trépied, donc on a quand même quelque chose de très costaud. Et au niveau de la platine, on a une platine qui est un tout petit peu différente. Cette platine en fait repose sur le même principe, mais on n'a pas les 3 trous à 120 degrés. Donc ça c'est important de le noter. Et il y a ce système de crochet pour le lest. Donc il va falloir bricoler si on veut utiliser celle-là en se faisant avec une imprimante 3D un système pour écarter les pieds. Pour ma part, le jour où j'achèterai une AM3 ou une AM5, je prendrai ce trépied-là, justement, par rapport à sa hauteur qui est vraiment très très appréciable si on veut faire de l'imagerie solaire. Alors dans la pratique, la monture vous sera proposée d'office avec le trépied Zuo TC40 que l'on retrouve sous d'autres marques effectivement, mais avec des petites différences. Alors ici, vous voyez que le TC40 n'a qu'une seule longueur de tube. Il existe des versions plus longues, mais il y a ce problème de platine qui est un peu embêtant. Moi personnellement, c'est vrai que j'aurais tendance à prendre un trépied plus haut. Il est quand même assez bas. Là-dessus, au moment où vous allez faire votre installation, vous allez devoir mettre une plaque et mettre votre niveau à bulle. Ça, c'est quand même, pour moi, quand même un défaut. Après ça, eh bien, on va mettre la monture. Hop, comme ceci, une fois que vous aurez fait votre mise à niveau. Et on va verrouiller avec cette gâchette. On va devoir écarter les pieds et ça se fait. Donc après coup, c'est classique, hein, c'est sur beaucoup de montures. Donc vous mettez d'abord cette pièce centrale qui, là aussi, est spécifique à la version Zuo du trépied. Donc ça, c'est aussi un inconvénient. Alors ça peut se faire avec une imprimante 3D, moi je l'ai fait pour la mienne, mais sinon là c'est spécifique. Oups. Et dans le concret du concret, on viendra mettre la lunette ici, en position vers le haut, comme toujours, puisque la position home est
vers le pôle nord céleste, ou vers le pôle sud si vous êtes dans le pôle sud. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion du montage et puis de la prise en main de ces deux instruments? Bon, la 61 EDPH, vous la connaissez bien dans les différences. La William Optique est à f5 quand on était à f4,5. Par contre, elle a un plan corrigé vraiment propre de 44 mm à peu près de diamètre. Donc en full frame, elle va quand même bien passer. Et puis le fait qu'elle n'a pas de problème finalement de jeu de porte oculaire et tout ça, fait qu'on va pouvoir envisager de l'utiliser avec une 6002. Ce qui est quand même la limite franchement de la 61 EDPH. La 61 EDPH avec un A7S posera absolument aucun problème. Mais avec les petits photosites de la 6002, on commence à devenir un petit peu limite quand même un petit peu. Donc là la Red Cat 61 est quand même un cran supérieur. Au niveau de la monture, bon bah, j'aime mieux vous dire que la M3 est un rock, elle est extrêmement stable, alors que là, on est sur quelque chose qui sera un peu plus faillible. Alors c'est pas les mêmes budgets non plus, hein. Par contre, niveau consommation, la 61 EDPH avec mon bloc batterie me fait une nuit intégralement avec tous ces équipements et tout ça, alors que là, on va être un peu limite, il faudra passer sur une batterie supérieure, donc plus lourde aussi et plus onéreuse. Au niveau du trépied, en fait, avec une AM3, et si je la mets notamment sur celle-là aussi, j'ai fait des essais, c'est vraiment finalement le trépied qui peut se mettre à vriller un petit peu quand je mets un instrument qui a plus de focale, qui est un peu plus volumineux. C'est le trépied qui se met à vriller et non pas la monture. Alors que là, avec la ZGTI, par exemple, alors si je la serre, avec la ZGTI, on a du jeu, mais qui est dans la monture avant que ça commence à jouer dans le trépied. Globalement, les deux stabilisent à peu près aussi vite. Peut-être un peu plus vite quand même avec la M3, mais ça dépendra vraiment du trépied. Alors que là, en fait, le jeu, il est dans la monture et il y a des systèmes de ressort à l'intérieur. Au global, ce trépied a l'avantage, c'est qu'il me permet d'être un cran plus haut quand même. Et de pouvoir passer juste au-dessus du balcon, c'est quand même pratique. Donc moi, pour moi, le trépied de la M3 et de la M5 est un peu bas. Il est vendu une colonne supplémentaire. Moi, personnellement, c'est vrai que je trouverais bien que Zwo propose... Il existe ce même trépied, mais avec un cran supplémentaire de hauteur de trépied, et je pense que c'est plus stable et que c'est mieux plutôt que de mettre la colonne. Mais en définitive, le setup est vraiment très bien, et donc je vous propose de voir dans le prochain épisode l'utilisation d'avoir fait des prises de vue avec la Red Cat 61 WIFD, et j'ai fait les mêmes cibles aussi avec la 61 EDPH, donc ça peut être intéressant de comparer un tout petit peu. Vous allez voir que franchement les deux setups sont très proches, il n'y a pas beaucoup de différence, même si on est peut-être un tout petit cran au-dessus avec la Red Cat. Voilà, j'espère que cet unboxing, ce double unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des mots dans l'espace commentaire, à poser vos questions, et puis on verra ça aussi dans l'épisode suivant. Je m'excuse des conditions de vent, de météo, de bruit parasite, etc. Et puis j'ai eu des gros problèmes de micro. Je crois qu'il est à l'article de la mort, celui-là je suis obligé de le brancher, sinon il ne fonctionne plus. Voilà, je terminerai juste en vous disant que c'est loulou, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, etc. Alors celle-là, on lui conseillera plutôt la Star Adventurer GTI maintenant, hein, plutôt que la ZGTI. Mais c'est vrai que la ZGTI, on en trouve beaucoup d'occasions pas très chères. Par contre, je conseille plutôt la base William Optique, qui est quand même plus sérieuse que la base de chez Skywatcher. Ces lunettes, vous allez pouvoir les trouver dans les différents magasins de France. Je vous mets quelques liens. Vous pouvez aller chez les uns, chez les autres, il n'y a pas de problème, dites que vous venez de ma part. Voilà, ce sera surtout, je pense, la disponibilité du matériel, parce qu'elle n'est pas forcément toujours en stock, la 61 Red Cat. Mais dites de toute façon que vous venez de ma part, et encouragez les magasins, pourquoi pas, à me prêter du matériel, que je puisse faire des tests ou des choses comme ça, voire à me sponsoriser plus radicalement des épisodes. Mais en tout cas, celui-là, cet épisode n'est absolument pas sponsorisé, juste par le prêt d'un ami, que je remercie beaucoup de m'avoir prêté ce matériel, parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai pu tester le Solar Stroke sur la M3, en fait me lancer vraiment dans un Solar Stroke sur queue d'aronde, ce qui m'a permis de franchir un gros step sur ce projet, mais ça on en parlera à d'autres occasions. Voilà, donc je vous mets des liens dans la description, mais allez vraiment chez qui vous voulez. Si vous allez chez AstroShop, c'est vrai que je touche une commission, ou chez Univers Astro, mais allez chez qui vous voulez, vraiment il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, vous retrouvez tous mes épisodes de test de toute façon dans les playlists qui vont bien pour choisir votre matériel. Mais surtout, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro pour le test de la William Optique 61 WIFD Red Cat. On va voir ensemble un comparatif entre les deux, je pense que ça va être intéressant. Allez, merci, au revoir.